Bonsoir Roland, Bonsoir Hervé. on est ravis de t'avoir. Eh bien, c'est un grand plaisir d'intervenir à tes côtés. Mais merci, le plaisir est partagé. Dans cette petite séquence, on va discuter de comment on fait la science, enfin comment tu fais de la science, comment tu fais de la médiation scientifique, vulgarisation, des éventuels conseils que tu aurais à donner aux jeunes, parce que tu enseignes beaucoup aussi, et donc parfois peut-être certains jeunes se demandent si certains domaines scientifiques notamment sont faits pour eux ou pas, et quelle persévérance ou pas, quelle qualité il faut avoir pour la recherche ou pour les activités scientifiques que tu connais bien aussi. Alors commençons d'abord peut-être, alors on se connaît depuis longtemps, mais... Ah oui, faudrait pas lire, hein. On va pas dire depuis combien de temps, mais... On est amis de 30 ans, est-ce qu'on est... je crains que ce soit nos amis de 30 ans. Je crains aussi. Néanmoins, voilà, qu'est-ce qui fait que le petit Roland, un jour, ou peut-être pas un jour, mais en tout cas, est devenu astrophysicien, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais en toi depuis longtemps, ou est-ce que c'était au gré de tes études, de tes rencontres? J'ai toujours aimé l'astronomie. J'ai fait de l'astronomie d'amateur avec une petite lunette comme celle qui est à côté de nous, quelque chose qui ressemble à cette lunette. Hein. C'est vraiment la même monture en bois, c'est la même monture en bois. C'est pas exactement la même lunette, mais c'est le même genre de lunette. J'ai commencé avec un engin comme ça. J'avais 9 ans. Hein. J'ai tanné mes parents pour qu'ils m'achètent ça. Ils ont acheté ça d'occasion dans un opticien à Rodez. Et j'ai commencé à faire de l'astronomie d'amateur avec ça. Et j'ai failli arrêter. Parce que quand même, pour la petite histoire, ça me fait toujours marrer. Et c'est intéressant parce que ça montre qu'il faut persévérer parfois. Oui. J'ai failli arrêter parce que je ne savais pas comment fonctionnait cette lunette, en fait. Et donc, le viseur était réglé. Le viseur était à peu près réglé. C'était un peu un miracle. Mais je ne savais pas qu'il fallait mettre net, par exemple. Je ne savais pas qu'il y avait une molette pour mettre net. Et donc, moi, je visais le ciel en me disant, je vise le ciel. Je visais une étoile avec le viseur. Je visais une étoile avec le viseur. Et avec la molette de mise au point, je ne savais pas qu'elle servait à ça. Je ne la touchais pas. J'avais peur de tout casser. Je vise le ciel et je vois des étoiles dedans. Mais je ne vois pas les étoiles comme des points lumineux. Je vois des taches défocalisées avec des couleurs. Parce que, évidemment, une petite comme ça, les aberrations chromatiques ne sont pas négligeables. Je dis, je vois les couleurs des étoiles. Alors, c'était génial. Et après, j'ai aussi des livres d'astronomie. Et dans les livres d'astronomie, il y a des galaxies, il y a des trucs. Alors, de façon incroyable, il n'y avait pas la Lune. C'était un moment de nouvelle Lune. S'il y avait eu la Lune, j'aurais essayé de la viser, j'imagine. Donc là, je n'avais pas la Lune, je n'avais pas le truc évident. Bon, alors je suis avec mes étoiles, je vois mes étoiles et je me dis, c'est super. Mais au bout d'une semaine, les galaxies, je ne les vois pas. Alors il faut imaginer, le petit Lehouk, il ne trouve pas, il ne sait pas où elles sont. Je n'ai pas de carte du ciel, je ne sais même pas qu'il y a des cartes. Et donc, je balaye consciencieusement le ciel, très doucement, pour essayer de voir apparaître dans le champ, à un moment donné, une galaxie ou une planète ou un truc. Rien. Que des taches floues, que je ne savais pas floues, avec des couleurs. J'étais content de voir les couleurs des étoiles, mais bon, ça finit par lasser. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, tiens, mais il y a ce bouton, je tourne, et je dis, j'ai compris. Non, j'ai compris. Alors je dis, pour fêter ça, je visais cette étoile-là qui a l'air vraiment brillante. Parce que là, je vais bien la voir, quoi. C'est une étoile brillante. Je vise, et l'étoile brillante, c'était Saturne. Bingo. J'étais vert. Touché à rien, j'ai Saturne, touché à rien. Alors j'ai vu Saturne, parce que là c'était immédiat pour moi de la reconnaître, je l'avais vu dans les livres. La voir en vrai, c'était le choc. J'ai découvert Saturne, enfin je dis ça de façon un peu immodeste, mais c'était ça. Mon sentiment, c'était j'ai découvert Saturne. Et ensuite, j'ai encore évidemment plein d'épisodes où j'ai merdoyé, évidemment, comme tout le monde, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et nous avons ensemble été dans un camp d'astronomie où on apprenait aux jeunes gens, aux adolescents, aux adolescentes, à merdoyer de façon, encadrée, de sorte qu'ils se forgent cette curiosité d'aller plus loin. Donc c'est un message, mais c'est assez banal de dire ça. Garder sa curiosité, s'intéresser au monde et pas lâcher l'affaire. Si quelque chose vous intéresse, ne pas lâcher l'affaire. Et on dit, alors je ne sais plus si c'est Einstein qui le disait de lui-même ou d'autres qui l'ont dit de lui, mais il disait en gros, s'il a réussi à faire des choses aussi incroyables, en tout cas en physique, c'est qu'il se posait des questions simples, et qu'il avait l'impression de ne pas comprendre, mais il n'a pas lâché l'affaire, il n'a pas dit « oh, c'est pas très grave ». Ah oui, quand on chute, on doit avoir l'impression que le poids disparaît. Ah oui, c'est marrant. Ben non, c'est pas marrant et c'est très profond. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est tellement profond que ça donnait lieu à la construction de sa relativité générale, par exemple. Ou plus jeune, il se posait des questions qui ne sont pas pertinentes en fait dans la physique qu'il a construite ensuite. C'est que verrais-je si j'étais assis sur un rayon lumineux? Voilà, ce genre de curiosité, ce genre de questions en apparence simples et qui ne le sont pas toujours. Donc, rester curieux, avoir envie d'apprendre, apprendre. Ce qu'on veut, mais apprendre. Toujours de nouveaux trucs. Démonter, comprendre et jamais lâcher l'affaire. Et des fois, on peut mettre 10 ans. Et des fois, on peut passer pour un abruti, franchement. Parce qu'on dit, j'aurais dû le savoir. Et moi, ça m'arrive
tout le temps, enfin encore oui. fréquemment. Oui. Je lui dis, mais c'est pas vrai, mais je devrais le savoir depuis 20 ans, ce truc-là, j'aurais dû le savoir. Mais c'est pas grave. Exactement. Il faut continuer d'apprendre, avoir Oui. de l'humilité, diffuser, échanger. C'est ça aussi le plaisir. C'est de Exactement. pouvoir, quand on a compris un truc, on est content de l'expliquer. C'est une des raisons pour lesquelles je fais beaucoup d'enseignement, de vulgarisation des sciences. C'est le plaisir que j'ai eu à comprendre. J'aime le transmettre. Et avec l'espoir, moi qui n'aurais, avec une probabilité très proche de 1, pas le prix Nobel ou pas la grande gloire de la science, peut-être faire gagner du temps à d'autres, peut-être. Ce n'est pas acquis, bien sûr, mais en tout cas, leur donner des choses qui, moi, m'ont intéressé, leur donner des choses qui m'ont touché, leur donner des choses qui m'ont excité intellectuellement, Exactement. et que peut-être c'est eux qui, le bon bouton se déclenchera, ils auront la bonne dynamique, et c'est eux les prix Nobel. Et si un jour un prix Nobel, ou un grand scientifique, une grande scientifique dit « Si j'en suis arrivé là, c'est parce que quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, j'ai écouté une conférence de Lehoucq », moi, c'est bon. J'ai fait mon job. Enfin, c'est le cas de tout enseignant. Toute personne qui parle ou qui enseigne est récompensée par la réussite de ses étudiants. Les enseignants n'étant là que comme finalement passeurs, à la fois de connaissances, mais aussi d'une certaine position vis-à-vis du monde, d'une certaine position intellectuelle, humaine vis-à-vis du monde. D'où, en ces temps de post-confinement, enfin, qui ont beaucoup perturbé l'enseignement, notamment l'enseignement universitaire, je l'ai vécu moi aussi très directement, on voit bien l'écart qu'il y a entre l'enseignement à distance et l'enseignement en présence, et la différence en fait, d'impact qu'on a, même si effectivement les connaissances au sens purement factuel peuvent être transmises à distance, c'est pas la même chose que d'être sur place. Ce n'est pas du tout la même chose. Le défi, le questionnement, ça se partage. Oui. Donc tu as fait un petit raccourci très intéressant. Tu as parlé d'observation amateur et puis de démarche scientifique, etc. Mais entre les deux, parce que moi aussi j'ai des étudiants, l'astronomie amateur et la physique et les questionnements profonds, ce sont un petit peu deux positionnements intellectuels différents. Comment toi tu es passé d'un questionnement et d'un côté contemplatif, parce que l'astronomie amateur, il y a ce côté, à de la vraie physique, oserais-je dire, alors ça, qui là est un petit peu, qui peut paraître compliqué. Ça aurait pu être contemplatif, cette astronomie d'amateur. Et là encore, je crois, une fois de plus, que le déclic a été un déclic commun, enfin, qu'on a vécu communément. Enfin, quand je dis commun au sens, on l'a vécu ensemble dans ce camp d'astronomie de Chamalloch, qui est dans la Drôme. Parce que l'astronomie d'amateur, et ce n'est pas pour lui jeter la pierre, c'est d'abord contemplatif, bien sûr, comme observer les oiseaux, etc. Après, on peut vouloir connaître tous des oiseaux, et on monte un peu dans le niveau de l'ornithologie amateur, comme on veut vouloir comprendre la physique qui est derrière, et on monte dans les niveaux d'astronomie d'amateur. Mais ensuite, il y a encore le niveau du dessus, et qui n'est pas facilement accessible, parce qu'il nécessite des moyens, des méthodes, des outils mentaux dont on ne dispose pas comme ça, et qu'il faut souvent qu'on les subisse, si j'ose dire, qu'on les reçoive en enseignement ou en partage par d'autres qui vous mettent le pied à l'étrier. Et ça, c'est le niveau de la recherche, du questionnement, et d'utiliser l'outil dont on dispose, une paire de jumelles pour les oiseaux, une lunette pour observer le ciel, et pour le transformer cette fois-ci, non pas en instrument d'observation, mais en instrument d'investigation. Et essayer de répondre à des questions qu'on se pose sur ces oiseaux ou sur ce ciel, sans lire dans les livres. Non, on regarde un peu, on essaie d'éduquer sa réponse, on essaie de voir, mais on essaie de se créer sa propre démarche. Et donc, dans ce camp d'astronomie, il y avait cette démarche d'investigation, ce qu'on appelait à l'époque les manips. L'idée qu'on allait faire des photos du ciel pour le plaisir de faire des photos, d'abord maîtriser la technique, ensuite le plaisir de faire des belles photos, ce qui est quand même la réalisation maximum, ultime, d'une certaine façon, de l'astronomie amateur, faire une belle photo du ciel qu'on peut montrer, et qui a demandé un effort considérable, des capacités techniques considérables dans l'instrumentation, qui a bien varié depuis 30 ans, bien entendu. Mais le niveau du dessus, c'est d'utiliser cette capacité à faire des images du ciel pour en tirer de l'information. Mesurer la distance de trucs, la vitesse du chose, je sais pas quoi. Ou la distribution des amégoubeurs dans la galaxie pour voir comment... Et donc, ce genre de manip, là, on passe d'un mode contemplatif à un mode expérimental. Enfin, c'est pas une expérience, mais j'observe pour répondre à une question. Et donc, je crois que le déclic a été à ce moment-là, dans le message qui m'a été transmis, que j'ai ensuite transmis en étant animateur dans ce camp d'astronomie, le message de c'est super d'observer le ciel, c'est pour ça qu'on vient, mais c'est pas pour ça qu'on reste. C'est ça. C'est un peu comme le banquet de Platon, on vient parce qu'on va picoler, essentiellement les banquets grecs, on picole et on mange. Donc on vient pour picoler et manger, et puis il y a un gars qui parle, il a une voix agréable, le son est agréable, il y a une belle musique, donc ça fait rester un peu plus. Et puis en plus il dit des trucs qui sont intéressants. Et donc c'est ça, c'est monter les niveaux,
On vient pour une raison, mais on y reste pour une autre. Sachant que la raison initiale n'a évidemment pas disparu. Exactement. J'ai vu la Lune des milliers de fois, et je suis toujours ravi de la voir. J'ai vu Saturne des milliers de fois, j'ai découvert Saturne, je suis toujours ravi de voir Saturne, Jupiter. C'est toujours un spectacle magnifique, mais je ne suis pas observateur, mais il y a aussi monter l'étape après, c'est de s'en servir d'une autre façon, y rester pour une autre raison. Voilà. Et donc c'est ce tournant-là. Et après, j'étais plutôt bon élève, j'ai fait des études en sciences qui ont bien marché. Après, j'ai eu la chance d'intégrer l'école normale supérieure à Paris. Bon, et après c'est pareil. Là, après, c'est la voie royale, hein, comme on dit. Après, voilà, il suffit de vouloir faire de l'astro dans ce cadre-là et on fait de l'astro. Voilà. Après, il y a bien d'autres façons de faire de l'astrophysique comme astrophysicien ou astrophysicienne. Et il y a bien d'autres métiers de l'astrophysique que simplement astrophysicien ou astrophysicienne. C'est-à-dire travailler dans le monde de l'astrophysique, c'est bien au-delà d'être simplement un théoricien, un observateur, disons, pour faire un peu une séparation un peu raide. Il y a bien au-delà de ça, il y a plein de domaines techniques, du technicien supérieur très développé, très pointu, très subtil, jusqu'à l'ingénierie très subtile, plus les physiciennes qui sont là. Tout ça fait un cadre qui a besoin de cerveau adapté à ce travail très particulier qui est le travail de la recherche fondamentale, de l'instrumentation et de la recherche fondamentale, en plus astrophysique, où très souvent les instruments sont dans l'espace, inaccessibles, plus accessibles, et donc il faut des contraintes de fabrication, des contraintes de robustesse, qui n'ont rien à voir avec les contraintes terrestres, qui sont déjà élevées pour la science. Et donc tu es aussi connu pour ce dont tu as parlé dans une autre conférence, les relations entre science et science-fiction. Ces goûts-là, tu les as développés par tes lectures personnelles. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'un grand scientifique comme toi se met à finalement délivrer des messages de démarche scientifique, de science assez profonde, en utilisant le médium, oserais-je dire, de la science-fiction? Alors, ça vient d'abord de mon goût pour la science-fiction, que j'ai acquis, pareil, jeune, mais après la science. C'est-à-dire, j'ai aimé la science-fiction après les sciences, disons. Vers une 12-13 ans, où j'ai lu, mon père lisait de la science-fiction, donc j'ai piqué dans sa bibliothèque, et j'ai dit, c'est ça que je veux lire. Le reste, c'est fini. C'est fini. Ça, je lis plus que ça. Donc j'en ai lu plein, j'en avais plein sous la main, j'en ai lu plein. Donc c'est un genre littéraire qui m'a énormément plu. Et puis ensuite, dans la fin des années 90, il y a eu l'idée j'ai quand même eu l'ambition de commencer à pouvoir faire un peu de diffusion des connaissances scientifiques, enseigner, diffusion des connaissances scientifiques. Et là, il fallait trouver une marque de fabrique d'une certaine façon. C'est à l'époque encore des grandes années d'Hubert Reeves, qui est toujours grand. Hubert Reeves est grand. Mais on n'arrive pas en disant je vais faire de l'astrophysique avec des collègues qui sont Hubert Reeves, Jean-Pierre Luminet, Marc Lachaudet, voilà, qui sont à côté, que tu connais. Équipe Braïc, voilà. Il dit je vais parler d'astrophysique. Tu peux, mais bon. Alors je dis c'est pas grave, je ne parlerai pas d'astrophysique, ou si j'en parlerais, ce serait plutôt par le côté. Ça ne me gênait pas, j'avais envie de parler de science en général. Et l'idée d'allier science et science-fiction m'a plu, parce que dans science-fiction, il y a science, donc il y a des éléments de science qui sont souvent, on va dire, maltraités. Enfin, en tout cas, ce ne sont pas des documentaires scientifiques. Un film de science-fiction n'est pas un documentaire scientifique, évidemment. Mais ces éléments de science, on peut éventuellement s'en servir comme point d'appui, comme prétexte pour parler de science. Ça, c'est le premier niveau. En gros, ça marche pas. C'était mon début. Après, on peut dire, ça marche pas, mais quand ça marche pas, est-ce qu'on peut faire un truc qui ressemblerait à, mais qui marche ? Donc ça, c'est le deuxième niveau. On n'est pas juste critique, on commence à faire des propositions. C'est pas dire, Hervé, ton idée, ça va pas du tout. On peut commencer à faire ça quand on parlait du jugement des pairs. On peut commencer à dire, ça marche pas. On peut essayer de faire des contre-propositions. Exactement. Et là, on commence à être dans une démarche constructive. Exactement. Et là, tu me dis, non, Roland, tu déconnes, tu as dit ça, mais ça marche. Ah oui, tu as raison. Donc ça marche pas. Il faut trouver mieux. Donc on réfléchit, et c'est comme ça qu'on finit peut-être par arriver à une réponse plausible. Et donc, faire une proposition, c'est un peu le deuxième niveau. Donc j'ai commencé à dire, le sabre laser, ça marche pas. Les problèmes de puissance resteront. C'est ça. Mais la lumière qui se bloque, les lames de lumière qui se bloquent, donc on peut imaginer des choses, qui sont un peu, on tire par les cheveux, on étire les choses évidemment, mais ça permet de parler de science. Et puis troisième niveau que j'ai réalisé un peu après encore, c'est que ça pouvait aussi mettre en pratique la démarche scientifique. En la simplifiant pour partie, parce que le monde est plus compliqué que simplement ce que je montre, évidemment, et que c'est pas juste l'idéal tel qu'on peut le présenter, bien sûr, mais ça permet de montrer un peu les étapes fondamentales d'un processus de fabrication d'une position scientifique défendable, et tout le processus, y compris jugement par les pairs, publication, retour, tout est peut-être démontré par cette chose-là, en utilisant ces œuvres de fiction. Donc les prendre pour prétexte, les hacker, ça revient vraiment à ça. C'est hacker. Moi, quand j'étais petit, j'ai réalisé plus grand
que ce que j'étais petit, c'était ça. C'est ça. Un hacker ou un geek, voilà. Toi-même d'ailleurs. Hacker, voilà. Exactement. On a fait ça plein de fois en astro. Bon, je me rappelle de plans déments pour hacker des cocottes minutes, pour faire de l'hypersensibilisation au gaz sur des films, des pellicules. C'est ça, TP2415 pour les intimes, voilà, des films argentiques que les moins de 40 ans ne connaissent pas. Ne peuvent pas connaître. Et donc, l'idée, voilà, d'utiliser la science-fiction pour son aspect sense of wonder, miroitant, brillant, qui attire les gens, incontestablement, et de la prendre telle qu'elle est, pour ce qu'elle est, c'est pas de la documentaire, d'utiliser ce qui est utilisable pour parler de science et pratiquer les sciences. Et donc parler aussi à la fois des connaissances, mais de la façon dont on a acquis ces connaissances. Et donc dans ces mondes imaginaires, on peut avoir des connaissances sur ces mondes qui ne sont pas données explicitement quand on sélectionne la scène, quand on fait... Mais il y a un processus. Mais tout est là, tous les éléments sont là, et ça permet de nous montrer en action, et en rigolant, parce qu'évidemment c'est toujours marrant, et on trouve toujours des valeurs évidemment, toujours délirantes, donc à la fin on se marre. Exactement, voilà. Et puis peut-être dernière question, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent, qui veulent peut-être faire des études scientifiques mais sont intimidés, ou d'autres types d'études? Tu parlais de plein de métiers de l'astrophysique, voilà, technicien, ingénieur, des métiers administratifs aussi, de compta, de droit, enfin il y a plein de filières qui permettent d'accéder à la recherche fondamentale. Tu as déjà évoqué certains conseils, mais qu'est-ce que toi tu donnerais comme aux jeunes qui soit hésitent, soit sont pas sûrs, parce que ceux qui savent et qui sont bons, ça c'est facile. Non, mais là c'est être bon, mais alors je dirais que être bon va être important à un moment donné, évidemment, parce que la sélection est impitoyable et le nombre de postes est si faible que bien sûr il faut être dans les excellents. En fait, c'est même pas juste bon ou très bon. Il faut être dans les excellents, bien sûr. Donc bien sûr, il y a ça comme prérequis, on va dire. Mais il y a aussi un point qui me paraît important, c'est la passion de la chose. C'est-à-dire que si faire de l'astrophysique, ça devient... je fais de l'astrophysique, de la science en général, ou des sciences en général, quand je suis à l'université, quand je suis à l'école. Et puis en dehors de l'école, je n'en fais pas, parce que c'est plus l'école, c'est plus l'université, donc c'est ma vie. Ce qui est tout à fait respectable, il n'y a pas de problème avec ça. Du coup, on ne va pas acquérir cette culture, on ne va pas acquérir cette envie continuelle d'apprendre de nouvelles choses, en sciences, mais ça peut être, je dis science parce que je suis scientifique, mais prenez un sujet, ça peut être le football, ça peut être la musique, vous prenez un sujet, et pareil, la plomberie, la menuiserie, tout ça c'est pareil. Donc si on n'est pas à un moment donné suffisamment motivé, passionné par ce que l'on fait, pour que apprendre soit toujours un poids, c'est fatigant, ça prend du temps, mais que ça soit un poids qui soit pour partie allégé par le plaisir qu'on en tire, donc par la passion qu'on y trouve, d'apprendre de nouvelles choses dans la discipline, dans la chose qu'on s'est choisie, c'est peut-être pas la peine de le faire non plus. Alors, la passion peut pour partie compenser une moins forte présence au point de vue intellectuel, c'est-à-dire au point de vue des bonnes notes, parce que ça peut évoluer beaucoup. On peut être, disons, un élève moyen. Moi, j'étais pas un élève spectaculaire en lycée, j'étais un bon élève, incontestablement, mais j'étais pas en tête de classe. Après, j'ai fait les classes prépa, j'étais dans les bons, mais j'étais pas en tête de classe. Et puis j'ai passé l'école normale supérieure parce que je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis l'esprit très curieux, à mon époque, du concours, très différent du concours par rapport aux autres concours, collait bien un peu à l'esprit que j'avais, un peu touche à tout. C'est-à-dire de savoir des choses en dehors du domaine strictement scolaire, qui sont importantes, parce que ce domaine scolaire, c'est sur ce domaine-là qu'on va juger, malheureusement, évaluer les étudiants pour les faire monter dans les filières, dans les années supérieures. Mais c'est cette culture qu'il faut avoir. Et donc, quand j'ai passé aussi l'école normale supérieure de Saint-Cloud à l'époque, le sujet, je l'ai vu arriver, j'ai dit, je sais que je vais avoir une bonne note. Par chance, c'était un sujet sur la structure des étoiles. Je n'étais pas un spécialiste de la structure des étoiles, mais j'avais regardé déjà les équations. J'étais habitué à ces notions-là. Et le simple fait d'être habitué fait que le sujet, tu dis, mais je le connais, en fait. Pas vraiment, mais on n'a pas peur et on y va. Et donc, on se retrouve dans des situations où on a apprivoisé les notions, même difficiles. Donc, se frotter aux difficiles qu'on ne comprend pas, en troisième, en quatrième, c'est important aussi. On dit, ça, c'était vraiment incompréhensible. Ça, j'ai rien compris. Peut-être que le conférencier, la conférencière a mal expliqué, mais peut-être que j'avais pas le niveau. Il peut y avoir un mélange des deux. Mais ensuite, et moi, je le voyais très bien, encore une fois, je fais référence à cette... c'est vraiment un creuset, ce camp de Chamalloch. Il y avait une bibliothèque, tu te rappelles, avec des livres en anglais. Et tu te rappelles de Astrophysical Formulae, toujours la Bible absolue de l'astrophysicien. Qui est toujours la Bible de l'astrophysicien. Voilà, ce bouquin de formules en anglais, moi j'avais 15 ans, 16 ans, c'était le truc incompréhensible. Je voudrais ça, je ne comprends rien. Il y avait des intégrales partout. C'était incompréhensible. Je refermais ce truc, je ne comprends rien. Et puis au fil du temps, au fil des camps, et quand je deviens animateur, quand tu montes en niveau, tu commences à comprendre des pages. Et puis il est venu à un moment donné
tu sais pas trop dire quand, mais c'est Ça. typiquement quand tu arrives en master, tu l'ouvres, tu comprends pas tout, mais tout est apprivoisé. Exactement. Et moyennant un effort, tu sais que tu vas tout comprendre. Exactement. Et là, tu as compris que tu avais progressé. Exactement. Et cette dynamique interne de savoir que tu as progressé, pas juste parce que tu es plus âgé, pas juste parce que tu es devenu en Master 1, avant tu étais en L3, avant tu étais en L2, avant tu étais en L1, avant tu étais en terminale, et donc tu sais que tu as progressé parce que la case a... Non, Exactement. tu sais toi en interne que tu as Ouais. progressé, parce que tu as des connaissances nouvelles que tu appliques, que tu sais, que tu reconnais, tu te dis, ah, ça je l'ai vu, je me rappelle en troisième, qu'est-ce que j'ai eu peur de ce truc, je comprenais C'est ça. rien. Et maintenant je le vois, mais c'est évident. C'est ça. J'ai compris, j'ai compris. Et donc ça, je pense que c'est important d'avoir cette passion qui te permet d'avoir la culture, Ouais. même si ton niveau, il faut quand même un minimum, on est bien d'accord, mais même si ton niveau, il n'a pas l'air reluisant, il peut éclater Exactement. à d'autres endroits où cet aspect culturel que tu as acquis pendant tout ton cursus, qui prend du temps, Exactement. va faire la différence, parce que c'est aussi ça, à un moment donné, qui sera important. C'est pas simplement les connaissances scolaires, c'est aussi un peu ta vision globale de la discipline, c'est de l'astrophysique, de la physique, des liens que tu peux faire. C'est pas que disciplinaire, il n'y a pas l'optique dans un coin, C'est l'électromagnétisme de l'autre. C'est quand tu fais des liens entre optique et électromagnétisme, là tu commences déjà à avoir une vision plus globale et être un physicien ou une physicienne au sens propre, et pas juste un opticien ou Exactement. quelqu'un qui travaille dans l'électromagnétisme. Ce qui est important, il faut Bien être sûr, spécialisé à un moment donné. Mais comme étudiant, tu dis pas je suis bon en optique, je suis pas bon en électromagnétisme. C'est ça. Ouais. Bien sûr, tu peux être un peu meilleur ou apprécier plus l'une que l'autre, mais il faut savoir tout faire, quoi. Exactement. Il faut savoir tout faire. Donc il faut être passionné, j'ajouterais ça. C'est encore une fois quelque chose de tout à fait banal de dire ça. Passionné parce que ça nourrira toutes les années de difficultés et peut-être de difficultés où tu seras un peu rasibus, mais tu t'accroches. Exactement. Et il ne faut pas se leurrer, évidemment. À un moment donné, quand on arrivera au niveau Master 2, au niveau de la thèse, bon là, l'excellence est requise. Hein. Ça, il y a si peu de postes ensuite que l'excellence est requise. À un moment donné, il va falloir être excellent. Mais c'est pas excellent au bac. C'est ça, exactement. C'est pas excellent en L3. Ça peut progresser. Ça peut progresser, Voilà. mais il faut quand même que comme un sportif de haut niveau, c'est la même Exactement. chose. Il faut avoir une courbe de progression. C'est On n'est ça. pas obligé d'être bon dès le début. Exactement. L'analogie avec le Mais- sport ou la musique peut être Et la intéressante. musique, c'est pareil. Au début, on est un peu à galère, mais on aime la musique, on pratique tout le temps, on joue tout le temps. Exactement. On dessine. Quelqu'un qui aime le dessin, il crayonne tout le temps, même pendant les cours, les profs, il crayonne tout le temps. Et cette personne est bonne en dessin, c'est tout. Exactement. Parce qu'elle crayonne tout le temps. Exactement. Donc c'est ça, la passion. Et à un moment donné, il faut atteindre aussi le niveau. J'ajouterai une chose à ne pas négliger. Je le dis souvent aux étudiants. Il faut être bon en anglais, parce que malheureusement, ou heureusement, en tout cas, c'est la langue véhiculaire des sciences. Donc là, l'anglais, à ne pas négliger. Là, débrouillez-vous, mais il faut être bon en anglais, que ce ne soit pas un obstacle. Sinon, c'est vraiment un embêtement. Et il faut être bon en français, plutôt dans votre langue maternelle, mettons le français. Il faut être bon en français, ça veut dire qu'il faut maîtriser sa langue suffisamment pour penser dans sa langue, et pour écrire dans sa langue, et pour s'exprimer clairement dans sa langue. Donc il faut être bon en français, non pas au sens du français Victor Hugo, la culture française, ça c'est autre chose qui peut être tout à fait important, mais il faut être bon dans maîtriser sa langue comme outil de la pensée, et comme médium pour transmettre cette pensée. Voilà. Ça c'est absolument fondamental, on ne peut pas sous-estimer cette chose-là. Exactement. Bah, merci pour ces conseils et ce Merci parcours. Merci à toi Hervé, c'était un Et plaisir de discuter avec toi. Toujours à partager. À une prochaine fois. À une prochaine Au fois, avec revoir. grand plaisir. Au revoir. Je ne piétine pas la corolle de merveilles du monde, et je n'assassine point de mes raisonnements les mystères que je croise sur ma route, dans les fleurs, dans les yeux, sur les lèvres ou sur les tombes. La lumière des autres étouffe le charme impénétrable qui se cache au profond des ténèbres. Mais moi, avec ma lumière, j'amplifie le mystère du monde. Comme les rayons blancs de la lune n'éteignent point, mais au contraire, avivent l'obscur frémissement de la nuit, de même j'enrichis moi aussi l'horizon ténébreux des vastes frissons du saint mystère. Et tout l'incompris devient incompréhension plus grande encore sous mes yeux, car j'aime les fleurs, les yeux, les lèvres et les tombes.